Bon, donc ma première remarque, c'est en France, le professionnalisme Compiègne-Ben peut s'améliorer. Il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez Et comparé aux États-Unis, au Royaume-Uni, nous sommes très, très, très en retard. Donc ça, c'est quand même un premier point. C'est un vrai professionnalisme. Il y a des outils qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Il y a des études de marché. Il y a des tas de choses. Je crois vraiment que autant la tradition française en développement professionnel est à la pointe, autant en matière Compen-Ben, je pense peut mieux faire. La deuxième remarque, c'est, moi, je n'ai jamais cru que la rémunération apportait une quelconque motivation. Par contre, je crois que la rémunération amène souvent de la démotivation. Et elle amène de la démotivation parce que nous, c'est le poids de l'histoire. Mais les salaires en France, je vous renvoie à toutes les études, nous sommes le pays du monde où le salaire reste le plus corrélé avec l'âge. Donc tout ce qu'on raconte sur pay for performance, etc., en fait, en France, privé, public, même combat, la courbe salaire en fonction de l'âge marche très bien. Je vous rassure, il y a une petite exception pour les femmes, ça marche un peu moins bien. Donc les femmes sont en avance, elles sont moins bien payées que les hommes. Mais les hommes, après 45, 50 ans, avec l'âge, ça continue. Donc il y a quand même un problème. Donc moi, j'en tire deux conséquences. La première, c'est que oui, la rémunération, ça sert de panneau indicateur. Et alors qu'il s'agisse de collectifs, d'intéressement, de rémunération plus ou moins variable, collective ou individuelle, de la rémunération du dirigeant, si on peut planter un petit panneau indicateur qui rééquilibre le social et l'économique, c'est pas mauvais. Donc effectivement, tout ce qui touche à la performance sociale, qu'elle soit mise dans les systèmes, c'est un panneau indicateur. Alors un panneau indicateur n'a de sens que si c'est sérieux dans l'entreprise. Mais si ça vient en synergie, effectivement, avec des choses qui sont vraiment faites, là, je pense que ça a du sens. Mais, alors je reviens à l'aspect de démotivation du salaire, il reste quand même que beaucoup de gens qui font le même travail, parce qu'ils ont une histoire différente, parce qu'ils ont un âge différent, parce qu'ils ont un sexe différent, ne sont pas payés pareil. Donc moi, j'ai tendance à revenir au basique du salaire. On revient de loin, mais il faut quand même se dire, pour un poste donné, quel est le marché interne, le marché externe. Bien sûr, il y a la manière d'occuper le poste. Et je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire pour qu'il y ait une espèce de cohérence dans les structures de rémunération, de base. Variable, ok, mais de base, parce qu'aujourd'hui, on traîne un flot d'inégalités assez bizarre et tout à fait injustifiable. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écarts de salaire qui ne peuvent pas être expliqués. D'où l'opacité, d'où ce sentiment diffus de beaucoup de gens. Donc je crois qu'il y a un gros défi, et pour moi, c'est ça le travail de fond. Et je pense que c'est 90% du travail. Il y a 10% qui est planté, quelques petits panneaux indicateurs intelligents. Mais je trouve que moi, pour ma part, on parle trop des panneaux indicateurs sur le petit morceau du variable ou du vraiment variable. Et on oublie un peu toute la base qui, elle, n'a pas essayé d'être travaillée et reste trop corrélée avec l'âge. Donc oui, il y a du travail à faire sur les rémunérations. Oui, il faut, à mon avis, plus de gens, plus de professionnalistes, plus d'équipes. Mais ce n'est pas dans la voie d'une individualisation ponctuelle et de court terme qu'on trouve la solution, c'est dans la maîtrise du poste, la tenue du poste, et payer en fonction du poste tel qu'il est vraiment tenu. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de travail, encore une fois, de transparence, de connaissance du marché et de transparence. La question, c'est, est-on prêt à dire à chaque salarié quel est le marché pour son poste de travail ? Est-on prêt à lui expliquer pourquoi on va le payer en dessous ou en dessus de ce marché, même si c'est une fourchette. Donc moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine des salaires et qu'effectivement, la question est tout à fait pertinente, mais qu'elle est peut-être plus structurelle encore. Il ne faut pas se limiter à la partie variable. La première remarque, c'est que moi, je crois que la famille RH doit donner l'exemple du travail en équipe. Il faut se dire deux choses assez simples. Le métier de RH est hyper passionnant, mais c'est un boulot de chien quand même. C'est-à-dire, c'est comme les casques bleus. On arrive au milieu du conflit, on se fait canarder des deux côtés. Au bout d'un moment, c'est nous qui avons créé le problème. Donc, c'est un boulot de chien. Et chaque RH est isolé. Si on ne se tient pas les coudes entre nous, on est mort. Deuxièmement, il y a des organisations matricielles. Alors, chaque entreprise a ses règles. Puis les RH, ils sont isolés géographiquement, avec des managers opérationnels qui peuvent les tirer dans tous les sens. Donc, la famille RH doit être soudée comme un gang, comme une mafia, comme une famille, je ne sais pas quel mot employer. Mais il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir et de réaliser des grandes choses ensemble. Donc ça, c'est la première chose. Et pour moi, c'est ça le management de la fonction RH d'abord.
La deuxième chose, mais ça va de pair, et là ça peut s'appliquer à d'autres, je crois que dans la culture française, il y a une chose qu'on fait très mal et qui est très important, c'est de célébrer les victoires. La guerre n'est jamais finie, évidemment, mais si on s'arrête pas un instant pour célébrer une petite victoire, mais on n'a pas de cœur à l'ouvrage pour la suivante. Donc, et ça, les Américains sont bien meilleurs que nous, ils célèbrent même des victoires imaginaires. Donc, nous, on répugne à s'arrêter pour dire bravo, merci, vous avez fait quelque chose de fantastique. Ça, il faut le faire, et c'est ça ce qui redonne du cœur à l'ouvrage. Alors, troisièmement, et peut-être plus fondamentalement, on l'a dit, ça a été dans la journée, tout le monde a besoin de sens. Mais alors les gens de la fonction RH, encore plus que les autres. Encore plus que les autres. Donc, manager la fonction RH, c'est donner du sens à l'action RH. Et pour donner du sens à l'action RH, il n'y a pas 36 solutions, il faut du courage. C'est-à-dire que si, quand on est RH, on suit le courant au fil de l'eau et qu'on répète ce que tout le monde dit, en termes clairs, si on se couche, on est mort. On est déjà à moitié mort. On va se trépigner comme un paillasson. La seule manière pour une fonction RH d'exister, de donner du sens, c'est d'être debout. Et être debout, c'est parfois être en désaccord. Mais c'est normal que dans un comité de direction, le financier pense ça, l'industriel pense ça, le RH pense ça. Mais si le RH est la remorque du financier, il n'y a plus besoin du DRH. Il est content de sortir du comité de direction. Donc, il faut avoir le courage de ses opinions, surtout quand elles vont être un peu différentes du consensus général. Donc, c'est pas facile. On ne peut pas être en désaccord chaque matin, et surtout, il faut l'argumenter. Mais je pense que c'est le rôle de RH. Si la RH n'amène pas le point de vue des personnes, des ressources humaines, du capital humain dans un dossier, qui va l'amener? L'entreprise peut faire des grosses bêtises. Donc, mais souvent, c'est quand même difficile. Donc, je crois que donner du sens à la fonction RH, les gens qui ont choisi ce métier l'ont choisi parce qu'ils ont une visée, ils croient fondamentalement que ça fait partie de la performance de l'entreprise. Il faut le porter, ça. Et si on ne le porte pas, la fonction RH, finalement, se rapetisse petit à petit. Donc moi, c'est ça mes idées. Manager une fonction RH, c'est manager une famille qui doit être soudée. C'est célébrer des victoires. Et c'est à chaque instant donner du sens pour que les gens se disent quelques années après, j'y étais et on a fait de grandes choses ensemble.